Allô? On y arrive. Comment ça va? Bien et vous? J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord, ça fait un plaisir. Alors, pour le contexte historique, la qualité est arrivée dans le langage courant suite à la révolution industrielle aux États-Unis et l'apparition du taylorisme. Donc, c'est arrivé dans les années 1930 à 1940 avec les nouvelles méthodes de travail, des conditions aussi de travail qui ont changé parce que la production a énormément évolué. Il fallait répondre à beaucoup de demandes et maîtriser la qualité des produits qui sortaient. Ensuite, la qualité a fait ses premiers pas dans les années 1950-1960 au Japon, avec les concepts de qualité totale et assurance qualité, définition qu'on reverra par la suite, et surtout l'apparition de méthodes de travail, donc la méthode PDCA, les diagrammes de cause à effet. Dans le monde occidental, c'est arrivé fin des années 70 avec la prise en compte de l'humain, la participation et mobilisation de l'ensemble des personnes régissant les actions et les tâches liées à la qualité. Et plus généralement, dans les années 1990, on a centré la démarche vers l'engagement de la direction, la qualité totale et tout ce qui en découle par la suite. Déjà, qu'est-ce que la qualité? C'est la satisfaction des besoins du client, ni plus ni moins, au moindre coût. Donc, la qualité, c'est l'écoute client, le service, le contrôle et la réalisation. Les besoins clients sont divers en termes de conformité aux exigences. Le client a un besoin précis, il faut être capable de répondre à ces exigences précises. Il a aussi des exigences en termes de prix. Le service ou le produit qu'il va vouloir, ce sera toujours à moindre coût, dans des délais raisonnables et mise à disposition très, très rapide aussi, parce qu'en général, quand un client veut quelque chose, c'est toujours tout de suite. Il faut qu'il y ait le service qui va avec, aussi bien au moment de l'écoute, la conception, la réalisation, mais le rendu produit et l'accompagnement post-rendu produit. Et tout ça passe par la confiance. Il faut que le client ait confiance en la personne avec qui il va travailler. La non-qualité, qui se diffuse beaucoup plus vite que la qualité, c'est de la surqualité, donc à trop vouloir bien faire, à vouloir rentrer dans des délais beaucoup plus courts que ce que le client voudrait pour le satisfaire, et finalement, ça va impacter de façon visible le produit, la production et le service rendu, mais aussi la sous-qualité. On va négliger de ce fait l'organisation, les relations de communication avec le client. Donc tout ça, c'est des points qui sont vraiment très importants, qu'il ne faut pas négliger, parce que l'impact de non-qualité est beaucoup plus fort que l'impact qualité. Généralement, un client content va en parler autour de lui, mais pas beaucoup. Par contre, quand quelqu'un est vraiment mécontent d'un service, là, ça va monter de façon exponentielle et il va en parler à tout le monde, il va râler, il va être très mécontent et ça va être beaucoup plus néfaste et impacter de façon très négative le service rendu qu'un produit finalement qui sort conforme. Donc, j'attire votre attention sur cette non-qualité. C'est vraiment très important de ne pas la négliger. C'est pour ça que je vous ai mis une petite illustration d'iceberg. Moi, on me l'a appris comme ça. Finalement, la non-qualité cachée est très grande et multiple et il ne faut pas la perdre de vue. Concernant donc les méthodes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au Japon est apparue la méthode PDCA. Donc, la méthode PDCA, c'est la planification, la réalisation, la vérification et l'amélioration. Donc, en anglais, plan, do, check et act. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, on a notre roue qui est sur une pente inclinée. Parce que toujours, que ce soit un service, une production, on va toujours sur de la progression et de l'amélioration. Donc, on planifie, on définit correctement sa stratégie, ses objectifs, sa politique et les ressources nécessaires pour mettre en place
la réalisation du produit ou du service. Une fois que tous ces éléments sont réunis et formalisés, on peut passer à la phase de réalisation. Donc, au travers des processus, réalisation concrète aussi de la fabrication et des indicateurs. Une fois que le service ou le produit est fait, on passe à la phase de vérification. Donc, au travers d'audits, de validation des méthodes, vérification des analyses et toujours nos indicateurs pour s'assurer qu'on répond correctement aux objectifs que nous nous étions fixés dans la planification. Et on a la phase d'amélioration qui nous permet de faire progresser la roue. Donc, au travers de plans d'action pour l'amélioration continue, les actions correctives et autres, on verra par la suite. Très important, la cale. Comme vous le voyez ici, la roue est toujours calée. L'objectif n'est pas de redégringoler en arrière et de perdre tous les efforts fournis, mais toujours d'aller vers l'avant. Et la cale représente le système de management de la qualité. Un système bien fait, bien formalisé, bien cadré, permettra toujours l'amélioration. Pour faire tout ça, et notamment mener les analyses, on a ce qu'on appelle le diagramme de cause à effet. Donc, ce diagramme a plusieurs noms. Cause à effet, méthode des 5e, arête de poisson ou diagramme d'Ishikawa. Ça permet de mettre en évidence les causes d'une problématique. Donc là, notre effet, en général néfaste, c'est pour ça qu'on utilise cet arbre de cause, peut être une panne machine ou un produit ne répondant pas aux exigences du client. Eh bien, pour éviter que cet effet réapparaisse dans les futures applications, on va se poser la question, est-ce que c'est ma matière qui est rentrée en cause? Donc, la matière, c'est tout ce qui est dans l'alimentaire, les ingrédients, ou dans la fabrication automobile, tous les matériaux. Dans les services, ça va être un peu plus compliqué à vous expliquer parce que c'est moins concret. Mais la matière peut être les supports de communication utilisés, par exemple. Est-ce que ma matière va être en cause dans mon problème? Oui, non. Si oui, il va falloir lister les causes. Et on se pose la même question pour les 4 autres. Le matériel, la méthode, la main-d'œuvre et le milieu. Ça, c'est très important. Il ne faut omettre aucun M parce que si on en omet un, on omet une cause et le problème et l'analyse de cause sera faite que partiellement et on est sûr que le problème réapparaîtra par la suite. On peut coupler à cette méthode la méthode des 5 pourquoi. Quand sur ma matière, on se dit, je prends un exemple que j'ai connu, du lait, on veut faire du lait liquide et finalement le lait caille. On se dit, pourquoi on va mettre en cause la matière? Pourquoi la matière a caillé? Première réponse, et ainsi de suite, jusqu'à temps de ne plus avoir de réponse à notre pourquoi. Et là, on sait qu'on a trouvé notre cause racine du problème. Et après, quand on connaît cette cause racine, on met en place les méthodes, les solutions adéquates pour éviter que ce problème ne réapparaisse. Ensuite, on a 3 niveaux de qualité. Le contrôle qualité, l'assurance qualité et le système qualité. Donc, le contrôle qualité, ça parle un peu de lui-même, c'est de contrôler par le biais de méthodes définies que le produit ou service réponde aux spécifications définies par le client. L'assurance qualité, ça vient au-dessus du contrôle qualité, c'est de s'assurer qu'on connaisse les méthodes de contrôle et d'analyse, qu'on connaisse les spécifications et les exigences du client avec les valeurs attendues et les tolérances attendues, que les procédés utilisés soient formalisés. Ça va être notre socle et notre garde-fou, l'assurance qualité. Ça va nous permettre de réaliser les contrôles dans de bonnes conditions et dans un cadre surtout. Et de ne pas partir dans tous les sens, parce que comme on l'a vu au tout début, si on part dans tous les sens, soit on va trop en faire, donc on va faire de la surqualité, soit on va omettre des étapes et on va faire de la sous-qualité. Et pour faire tout ça, on a le système qualité par lui-même, qui lui est l'organisation qui met en œuvre le système de management.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez des questions? C'est pas trop flou? Non, c'est pas flou. Et là, Ok. j'aurais proposé que qu'on garde les questions pour la présentation. Et ça permettrait à Justine de pouvoir poursuivre sa présentation. Et lors de la séance de questions-réponses, on pourra faire les débats.